Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Rennes pour le salon Artibat. Et ce matin, pour notre première émission, nous allons nous intéresser à un couple intéressant qui est le bois et les biosourcés. Et alors, le bois est un biosourcé, évidemment, mais on va voir comment le bois peut s'inscrire avec d'autres matériaux biosourcés. Avec moi pour en parler, Julie Poisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la Fédération de Bretagne pour la filière biosourcée. J'ai pas dit tout à fait correctement. La Fédération bretonne des filières biosourcées. Voilà, Fédération bretonne des filières biosourcées. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit ? Oui, c'est une fédération donc, qui a été créée en 2019 et qui regroupe 8 filières de matériaux biosourcés. On a aussi un géosourcé parmi les 8. Donc on a le bois, la paille, les lins et chanvre, la terre crue, le textile recyclé, la ouate de cellulose, le roseau et les algues. Et donc cette fédération a pour objectif de promouvoir le développement de ces matériaux biosourcés en Bretagne. On va voir comment ça se passe. À côté de vous, monsieur François-Xavier Vandeville, bonjour. Bonjour. Vous êtes au collectif Paille Armoricain, vous êtes le responsable ? C'est ça, coprésident. Coprésident du collectif Paille Armoricain. Qu'est-ce que c'est que le collectif Paille Armoricain ? Alors c'est l'association de promotion de la construction paille dans le Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire. Voilà. Sur le territoire, on regroupe plus de 150 adhérents et on est aussi partenaire de FB2. Alors, on va voir tout de suite avec vous deux. On va commencer par évacuer quelque chose qui est la problématique ressources. On entend, bon, on sait qu'avec les réglementations qui arrivent vers 2020, mais aussi pour tout ce qui est rénovation, il va y avoir une forte demande en biosourcé et en bois. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les ressources pour le faire? Et si oui, tant mieux. Mais sinon, comment on fait pour développer? On a un vrai challenge de ce côté-là. On a des filières qui sont plus matures que d'autres. Et actuellement, on a un gros travail pour se développer. Donc, ce travail se fait à 3 niveaux, développement des filières. On a effectivement un gros travail sur l'approvisionnement, la ressource, ensuite la transformation et la demande. Donc, sur la ressource, en plus, on en parle beaucoup actuellement parce qu'on a une forte tension, notamment sur les prix sur le bois qui sont... C'est important, tension de conjoncture. On a consacré une émission hier à ce problème. Donc effectivement, c'est un sujet qui revient beaucoup. Donc il y a des ressources qui sont disponibles, plus ou moins en fonction des régions. Et l'objectif, c'est d'avoir un développement avec un ancrage territorial, avec les ressources propres à chaque territoire. Donc on travaille effectivement actuellement là-dessus sur nos 8 filières. Sur cet aspect ressources, la paille, il y en a. Alors la paille, il y en a. C'est pareil, ça peut être réparti de manière un peu inégale. On sait qu'en Bretagne, on a moins de disponibilité, de fait parce qu'on est aussi un pays d'élevage. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence d'usage avec l'ensemble des agromatériaux. Faut pas la nier, il faut pas la négliger. On travaille beaucoup avec les chambres d'agriculture en Bretagne et en Pays de la Loire. Après, il faut vraiment remettre en échelle le quantitatif nécessaire pour isoler des bâtiments en passif. Aujourd'hui, on avait fait, nous, une enquête l'année dernière sur les Pays de la Loire. Et pour construire 20% des logements qui existent en Pays de la Loire, on mobiliserait 1% de la ressource en paille du territoire, vraiment des Pays de la Loire. Donc c'est toujours ça qu'il faut mettre aussi en lumière. C'est effectivement, il y a une concurrence d'usage. Après, la proportion est très faible relativement vraiment aux bénéfices que ça amène. Il y a de la marge, on va dire, sur la paille. Il y a de la marge. Alors après, il y a toujours une hiérarchisation. C'est clair qu'une hiérarchie, on va toujours privilégier l'usage agricole dans un premier temps. Et puis ensuite, vraiment, l'isolation dans les bâtiments. Et en dernier niveau, l'énergie, on va dire la paille énergie ou le bois énergie. Donc vraiment mettre les bons matériaux aux bons endroits et vraiment pour les bons usages. Voilà, pour les bons usages. Et aussi hiérarchiser les usages. Exactement. Sur le chanvre, le lin, est-ce qu'on en a suffisamment en Bretagne ? En Bretagne, c'était des cultures historiques qui étaient très développées. On a eu jusqu'à 100 000 hectares de chanvre il y a un siècle. Finalement, ça s'est beaucoup réduit ces dernières années. Le marché ont trouvé d'autres matériaux pour les utiliser. Du coup, c'est réduit. Et là, actuellement, on est environ un peu moins de 500 hectares sur ces cultures. Par contre, donc on est
très anecdotique pour l'instant. Par contre, avec une volonté de les développer fortement et un doublement, voire triplement des surfaces chaque année. Voilà, donc même chose pour le lin. Hein. Oui, c'est un peu le même principe. C'est pour ça, d'ailleurs, ces deux cultures sont déjà réunies au sein d'une même association bretonne, lin et chanvre en Bretagne. Voilà, donc on voit qu'il y a un travail à faire sur la ressource, elle est disponible, mais il faut la hiérarchiser et en plus, il faut évidemment la développer pour pouvoir accompagner le mouvement. Mais on va parler surtout de l'intérêt maintenant de construire, de coupler, on va dire, le matériau bois, qui est un biosourcé, mais on a l'habitude de dire le matériau bois et les biosourcés. Donc quel est l'intérêt? Pourquoi coupler bois et biosourcé? Même question à tous les deux. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors je vais prendre la parole. Le bois vraiment est essentiel pour les biosourcés parce que les biosourcés sont principalement là en tant qu'isolants ou apporteurs vraiment d'inertie dans les bâtiments. Donc le bois va vraiment jouer ce rôle structurel. Clairement, on a un duo gagnant. On fait du remplissage entre ossatures, donc pour faire une enveloppe passive ou en tout cas une enveloppe très performante et à bas coût carbone. Donc c'est vrai que le bois est toujours le partenaire idéal pour l'ensemble des biosourcés, que ce soit la paille, du chanvre, du lin ou autre. Il y a une cohérence. Allez-y. Tout à fait. Nous, on présente le bois vraiment comme le grand frère des biosourcés. Au niveau technique, parce qu'il est porteur, on a des techniques de terre crue porteuse ou de paille porteuse, mais qui aujourd'hui ne sont pas encore reconnues comme techniques courantes. Donc il y a des projets qui sortent, mais qui sont plus difficiles à mettre en œuvre, plus longs et plus complexes, mais ça existe. Et du coup, le bois au niveau technique est complètement complémentaire. Et nous, au sein de notre fédération, le bois joue aussi le rôle de grand frère au niveau de l'exemple de développement de filière. Voilà, c'est ça. Le bois a pris de l'avance. Et l'idée, c'est que les autres filières prennent exemple sur la filière bois, c'est ça? Tout à fait. Vous pouvez nous donner un exemple, je ne sais pas, avec le chanvre, avec le lin, avec d'autres, pour voir comment justement vous structurez ces filières? Même si, j'allais dire, chaque filière a ses spécificités. Donc c'est un exemple, mais après, chacun compose avec ses avantages. Donc par exemple, il y a des filières comme la paille qui me semble aussi une filière déjà bien mature, bien développée, qui s'est développée par les autoconstructeurs à la base, mais maintenant on a des process. Voilà, je voyais hier le stand de quelqu'un qui s'appelle Isole en paille, qui a développé une botte de paille qui peut utiliser vraiment à la place de tous les isolants, donc qui est plus facile à mettre en œuvre. Il y a aussi la paille hachée, la paille en vrac, qui est en train de sortir, donc des choses un peu plus industrialisées. Par exemple, le chanvre sont très en avance sur tout ce qui est R&D. Il y a beaucoup de recherches sur ce matériau très spécifique qui est capable vraiment d'avoir une action sur l'hygrométrie dans l'air. Donc, il y a beaucoup de recherches. Et les bétons végétaux font aussi l'objet de beaucoup de recherches. Donc, chaque filière est en train de se développer avec son histoire et puis recherche et développement. La terre crue, par exemple, on est sur une filière en Bretagne. Je parle de ce que je connais dans la fédération. On est en Bretagne, allons-y. Voilà. Et du coup, et la terre crue qui est une filière qui pour l'instant se développe et ils font très attention. Ils sont un peu partagés, même en interne, je peux dire. Il y a une partie qui voudrait rester assez artisanale et une autre partie de la filière qui serait prête à aller sur des choses plus industrialisées. Donc il y a aussi des débats avec lesquels il faut composer pour le développement des filières. Oui, allez-y. Oui, je voulais rajouter un petit peu sur les développements filières. C'est vrai que ce qui amène un énorme essor, c'est le contexte réglementaire. Donc là, c'est vrai que la paille est encadrée par des règles professionnelles de construction paille, qui sont donc complètement réglementaires depuis 2012. Le chanvre aussi a ses règles professionnelles qui permettent une assurabilité complète. Et la filière terre est aussi en recherche de ce contexte-là. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où ça rassure les assureurs, on va dire qu'on a presque le champ libre pour aussi construire. Et de fait, on a plus de projets qui se font, etc. Et on a une filière qui avance beaucoup plus rapidement. Je voulais aussi rebondir sur le fait qu'effectivement, c'est des filières qui innovent énormément. Énormément, et je l'insiste là-dessus parce que même dans les 3 dernières années, par exemple, effectivement, on a des nouveaux formats de bottes qui arrivent pour vraiment s'insérer parfaitement dans des ossatures bois. On a effectivement de la paille hachée, il y a des panneaux de paille compressée. Enfin, il y a énormément d'innovations et je sais qu'il y a la même chose dans le champ, il y a la même chose aussi dans la terre, il y a beaucoup de recherche là-dedans. Donc vraiment, c'est très, très, très dynamique. Ouais.
Très dynamique, mais il y a ce petit besoin quand même d'aller industrialiser. Quand vous me dites on va faire des bottes bien calibrées ou du haché, là on est parti dans l'industrialisation. Et justement, c'est une bonne transition. Je voulais parler aussi de filières qui sont au sein de la fédération, qui sont plus sur ce créneau de l'industrialisation. La ouate de cellulose, on a une usine, on a la chance d'avoir une usine de production de ouate de cellulose, c'est la ouate à côté de Morlaix. On a l'isolant à base de textiles recyclés Métis. Voilà. Et puis on a la peinture algo à base d'algues. Donc là, on est vraiment sur 3 industriels qui sont ancrés fortement sur le territoire breton. Voilà, ils sont ancrés sur le territoire, ils n'ont pas peur du mot industriel. Parce que c'est un peu ça le problème, entre guillemets, des biosourcés. C'est-à-dire qu'on a tendance à... C'est parti des autoconstructeurs, c'est parti de gens qui étaient un peu moteurs, mais très écolos, et qui, aujourd'hui, n'auront peut-être pas envie qu'on aille vers l'industrialisation. Et pourtant, si on veut changer d'échelle, vous me direz si je dis une bêtise, il faut aller vers l'industrialisation ou pas ? Alors, oui, en fait, il y a toujours eu dans le marché de la construction plusieurs niveaux. On voit bien que même des maçons qui font des maisons individuelles ne vont pas aller sur du logement, sur 2000 logements collectifs. Donc, effectivement, il y a toujours eu plusieurs échelles dans le bâtiment et nos filières, ils ne font pas exception. Effectivement, on était beaucoup présents sur les petites échelles. Et de fait, comme ces solutions aujourd'hui sont pertinentes, se développent effectivement des plus grands projets, des lycées, on a des logements collectifs aussi, même des centres-bourgs, des centres-villes, des immeubles qui arrivent. Donc effectivement, on aura un besoin d'industrialisation parce que on sait qu'on a les solutions pertinentes pour demain. Donc de fait, on y arrivera. Mais il faut effectivement jongler en comment est-ce qu'on arrive à coordonner ces différentes échelles et garder aussi cet esprit filière comme on l'a développé. Vous nous avez amené un livre. Je voudrais que vous nous le montriez et que vous nous disiez finalement que construire en paille, c'est pas quelque chose... on en parle beaucoup ces temps-ci, mais c'est quelque chose d'assez ancien. Alors, vous pouvez le montrer éventuellement à cette caméra-là. Alors c'est un peu une relique que j'amène de temps. Vous l'amenez régulièrement. Je l'amène régulièrement. Je vous ai déjà interviewé et vous l'aviez déjà. Mais j'aime bien montrer ça parce que le titre est extrêmement parlant. On a un article qui date de 1921 qui retrace la construction de la plus vieille maison en paille en France connue, qui est la maison Feuillette à Montargis. Et le titre... Qui est toujours là. Qui est toujours là, qui a été racheté donc, par le Centre national de la construction paille. Donc ça fait partie du réseau. Et le titre, c'est « Fraîche en été, chaude en hiver, les maisons en paille sont avant tout économiques ». Et pour moi, ce titre n'a pas pris une ride, clairement. On parle de 60% de l'augmentation du prix du gaz. Cette maison-là, à l'époque, avait déjà une enveloppe passive et avec du simple vitrage, était déjà RT 2005. Quoi. Donc en gros, on avait un large temps d'avance. C'est des solutions qui existent. On voit la pérennité aussi de ces isolants. Quand ils sont bien mis en œuvre, aujourd'hui, la maison est en état impeccable. Donc, on sait que ça fonctionne. Je vais grossir le trait, mais on a un énorme retour d'expérience quand même sur ces isolants, même si ça n'a pas été massifié et si ce n'est pas dans la culture commune. On sait que ça fonctionne et on sait que ça fonctionne avec le bois, puisque là, on a une structure bois. Pour revenir un petit peu à notre idée de départ, qui est de dire marions-les, bois et biosourcés, ça montre que ça existe depuis longtemps, mais on voit aussi qu'avec certaines filières, c'est très innovant, comme avec le chanvre. Construire en chanvre, aujourd'hui, avec du chanvre projeté, c'est quelque chose d'assez innovant et nouveau, qui a une vingtaine d'années. On voit que ces questions reviennent très souvent quand on a des questions d'énergie. Dans les années 70, s'est développé aussi pas mal l'architecture solaire. On a eu tout un courant qui vraiment s'est construit autour de ces solutions-là, aussi sur l'autoconstruction de maisons biosourcées. Et vraiment, on arrive aujourd'hui dans un contexte où ces solutions, où les solutions bois et biosourcées sont extrêmement pertinentes. Très pertinentes en raison du coût de l'énergie qui va en augmentant très très fort. Et j'avais envie de compléter parce depuis une vingtaine d'années, on travaille beaucoup sur la performance énergétique.
Et on se rend compte des fois que ça peut entraîner des soucis de confort et de santé, parce qu'on se concentre uniquement sur la performance énergétique. Et les matériaux biosourcés sont aussi une réponse autant à la performance énergétique, à la sobriété avec notamment l'isolation, mais aussi à rapporter du confort, hein, notamment de la qualité de l'air, du confort thermique Allons-y acoustique. justement sur la qualité, sur les propriétés. Donc confort, d'abord le confort, parce que on a tendance à toujours parler de carbone, enfin c'est à raison d'ailleurs, hein, de carbone, de thermique, de choses comme ça, mais c'est d'abord le confort. Une maison avec une maison ou des logements biosourcés, avec des matériaux bois et biosourcés, c'est d'abord confortable, c'est ça? Tout à fait. On a le confort thermique en premier lieu, donc avec une isolation, mais on va dire que là, un isolant biosourcé, il joue son rôle d'isolation thermique de la même manière que les autres isolants conventionnels. Par contre, les finitions notamment peuvent amener un confort supplémentaire qui est encore difficile à quantifier avec les logiciels thermiques. Par exemple, cette capacité du chanvre, mais beaucoup de biosourcés ont cette capacité, à réguler l'humidité dans l'air, l'hygrométrie. Et du coup, là, on amène un confort supplémentaire parce que l'humidité joue dans le ressenti du confort thermique des personnes. Et du coup, on peut s'économiser un peu de chauffage parce qu'on a ces matériaux qui vont réguler l'humidité dans l'air. On va moins chauffer une maison, tout simplement parce qu'on y est mieux. Et la sensation à 19 degrés ne sera pas du tout la même que dans une maison plus traditionnelle. Voilà, les sensations de parois. Par exemple, quand vous êtes à côté d'une fenêtre, la sensation de parois froides. Techniquement, on appelle ça l'effusivité, mais peu importe, on ressent le froid. Alors qu'avec les matériaux biosourcés, et aussi pour la terre crue, on n'a pas du tout cet effet de fraîcheur du matériau avec le métal ou avec le verre. On a vraiment cette impression soit de neutralité, soit même de chaleur. Et visuellement, par exemple, quand vous êtes dans une pièce, ça a été prouvé, il y a des études psychologiques, quand vous avez du bois à température de l'air égale, eh ben, on a l'impression d'avoir plus chaud. Parce que là, on est vraiment sur la psychologie du matériau. Et ça, c'est quelque chose de spécifique qu'on ne quantifie pas encore à part sur des enquêtes psychologiques. C'est le bien-être ressenti au contact de matériaux naturels. La biophilie, c'est ça? Par exemple. Mais ça joue aussi sur l'électromagnétisme. Enfin là, il y a beaucoup de recherches là-dessus. En cours sur le sujet. Moi, je vais rebondir vraiment sur mon expérience personnelle parce que je me souviens aussi quand j'étais étudiant dans des appartements où on montait le chauffage énormément et on n'était pas bien du tout, alors qu'il faisait quand même très chaud. Et je suis vraiment venu, moi, dans ces filières-là. Je suis issu de la filière bois. Et je suis vraiment venu dans les filières biosourcées aussi par ce confort. Parce que j'ai visité énormément de bâtiments, bâtiments biosourcés, de bâtiments écolos, je mets un peu les guillemets. Mais vraiment, je me suis dit comment c'est possible d'être pieds nus. Il fait très bon, on se sent très bien. Et il fait 19 degrés, il n'y a pas de chauffage. Et voilà. Et ce, en plein hiver, il faisait 0 dehors. Et voilà, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et en creusant le sujet, effectivement, on arrive à des matériaux, en tout cas, qui amènent un confort absolument hallucinant. Nous, aujourd'hui, en fait, c'est ça vraiment le message à passer, c'est qu'on sait faire des maisons qui ont une température constante entre 19 et 25 degrés toute l'année, et ce, quel que soit le temps à l'extérieur. Ça, c'est important de le dire, c'est que c'est confortable. Le confort, et le confort d'abord. Non, mais c'est important parce que de pas... Mais on va quand même parler des autres propriétés. Il nous reste un peu de temps. On sait que pour le carbone, c'est très intéressant. Pourquoi? Je peux parler. Alors, donc, les matériaux biosourcés sont des matériaux qui... Biosourcés et bois. Hein, alors, biosourcés, oui, j'intègre le bois vraiment dans le biosourcé. Enfin, vraiment, c'est des matières qui sont issues de la biomasse, vraiment, et qui, elles-mêmes, pendant leur croissance, vont capter du carbone. Un arbre, en gros, on réduit ça un petit peu sous l'équation, il capte du CO2, il relâche de O2, il garde le carbone pour vraiment faire la constitution de l'arbre. Donc de fait, quand on va utiliser du bois et qu'on va le stocker pendant une cinquantaine d'années dans une maison, 50 ou 100 ans, c'est vraiment du carbone atmosphérique qu'on va stocker sur le moyen terme, en tout cas dans des bâtiments. De fait, on réduit aussi la quantité de CO2 qui est dans l'air ambiant. On a la même chose avec les matériaux biosourcés au sens large, une grande partie. Alors, il y a les géosourcés qui sont là et qui, eux, n'ont pas de carbone, mais dans le principe, en tout cas, viennent amener d'autres avantages. Et puis, je vais presque
prendre le contre-pied sur ce qu'on disait sur la ressource par rapport aujourd'hui, est-ce qu'elle est disponible ou pas disponible, on se questionne très peu sur le sable, par exemple. Et pourtant, c'est une ressource qui est renouvelable, mais à l'échelle de 100 000 ans. Voilà. Le bois, on va parler de 40, 50 à une centaine d'années. La paille, elle arrive, ou le chanvre arrive tous les ans. Donc il y a une question de cycle qu'il faut aussi réintégrer. Une question de cycle très court pour les biosourcés, autres que le bois. Exactement, et qui stocke le carbone. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a le carbone, mais il y a aussi la raréfaction des ressources. Et on est aussi sur une ressource qui se renouvelle chaque année. Ou alors les arbres, c'est un petit peu plus long. Mais voilà, effectivement, on commence à le sentir. Avec le Covid, voilà, il y a eu des tensions qu'on ressent sur certains matériaux. Mais ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Et on n'est pas obligé de brûler le bois à la fin. On peut le réutiliser, on est d'accord. Un petit mot de la fin, justement, puisqu'on y arrive, sur ces avantages des matériaux biosourcés et du bois. Si vous me permettez aussi, je voulais parler de nos 8 filières que je n'ai pas encore parlé. Je veux parler de tout le monde. Allez-y. C'est le roseau. Donc il y a une entreprise qui s'appelle Rhizome à côté de Vannes et qui développe des techniques constructives qui viennent d'Europe du Nord pour développer, on connaît les toits en chaume. Et là, c'est le même principe, mais sur les vêtures de façade en verticale ou en isolant broyé. Et donc c'est intéressant pour la Bretagne parce que la Bretagne est une des régions les mieux dotées en roselières de France. Voilà ce que je voulais dire. À quand le retour des toits de chaume en Bretagne ? Il y en a. Il y en a aussi pas mal en Pays de Loire. Il y a le parc naturel de Brière qui développe beaucoup parce qu'ils ont des soucis aussi sur l'usure des toitures, donc pas mal de recherches. Et même au niveau national, on peut dire qu'il y a une filière roseau qui est en train de se développer. C'est très intéressant. Parce que là, on est sur des zones humides en plus, donc peut-être un modèle économique pour entretenir des zones humides qui ont tendance, hélas, à disparaître et qui sont très précieuses pour la biodiversité. Le mot de la fin. Alors le mot de la fin, j'en ai beaucoup des mots de la fin, mais vraiment c'est des matériaux qui aujourd'hui on peut construire des bâtiments qui sont confortables, qui sont très économes et qui vont aussi dans le sens du respect des engagements de Paris qu'on s'est donnés. Donc il faut vraiment y aller, ça c'est une urgence absolue. Et également développer les filières en local parce que ça passera par là. C'est comme ça qu'on fait de l'économie résiliente. C'est le bon matériau au bon endroit et en juste quantité. Et si possible, le matériau qui est proche de chez nous. Voilà, on a quelque chose sous la main de très vertueux en fait. Il suffit de le développer. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Un petit complément. 2 secondes. Non, c'était justement pour illustrer que le regroupement, mais qui se fait dans chaque région entre les filières, illustre bien ce duo gagnant entre bois et biosourcé. Et on voit bien l'intérêt de collaborer et de faire partager les avantages et les forces de chaque filière entre elles. Vous avez de la chance qu'on n'est pas en direct. Et oui, et je rajoute une petite chose encore. C'est vraiment important aussi de dire que ce sont des filières qui sont ancrées sur le territoire et qui amènent aussi de l'emploi, énormément d'emplois, de dynamique et d'envie pour tous les jeunes qui arrivent sur le marché. Merci d'être venu nous parler du bois et des matériaux biosourcés, le bois étant un matériau biosourcé aussi. Une émission à retrouver sur notre site internet, Bâti Journal, et sur les sites de nos partenaires que sont Artibat, bien sûr, et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.